Le 22 août 1968, Bernard Moitessier et son bateau Joshua ont quitté Plymouth en Angleterre pour tenter le premier tour du monde sans escale par les 3 grands caps, Bonne-Espérance, Lewin et Horn. Moitessier avait déjà étonné le monde de la voile avec un précédent exploit. 14 000 milles sans escale de Tahiti à Alicante par le Horn, accompagné de sa femme Françoise. Un véritable record. Son bateau est en acier. Il mesure 12 mètres, pèse environ 13 tonnes et porte 100 mètres carrés de voilure. Les mâts sont taillés dans des poteaux télégraphiques. Pas d'électricité, pas d'électronique, pas de poste émetteur. Moitessier l'a baptisé Joshua, en hommage au plus grand des navigateurs solitaires, Joshua Slocum. Il s'agit d'une régate organisée par le Sunday Times. 8 autres bateaux y participent. Le règlement est simple. Chacun part d'un port d'Angleterre de son choix, à la date qui lui convient, entre le 1er juin et le 31 octobre, et doit regagner son port de départ après avoir doublé les 3 caps sans escale ni aide extérieure. Un chèque de 5 000 livres sterling récompensera le bateau le plus rapide et un globe en or le premier revenu. Un même bateau peut cumuler les 2 prix. Joshua, mon bel oiseau des caps, fend la mer avec une musique qui arrive jusqu'au fond de mon cœur. Je suis un bon bateau, dit-il. Donne-moi du vent, je te donnerai des milles, des milliers de milles. J'avais travaillé tout l'hiver et une partie du printemps pour le préparer à cette grande aventure. Maintenant, il est plus rapide, sans le poids du moteur, du guindeau, des chaînes, des ancres et de tout un matériel inutile pour ce voyage sans escale. Cela représente 1 tonne en moins que j'ai laissée à Plymouth. Un marin n'est jamais seul. Des milliers de présences l'accompagnent dans cette étendue infinie du grand large. Et la curiosité est toujours réciproque. Le goût des poissons volants ressemble à celui de la sardine, mais en plus raffiné, plus délicat. Je n'avais pas beaucoup de graisse sous la peau avant les calmes de l'équateur, et maintenant je n'en ai plus du tout. Mais mon baromètre intérieur remonte vite. Je me nourris correctement. Tout va bien pour le bateau et l'équipage. À l'origine, je voulais faire le tour du monde sans escale, dans la pureté des hautes latitudes, où la mer est si belle. Le Sunday Times a décidé d'en faire une régate avec 2 gros prix à la clé. Alors j'ai étouffé la honte en me disant qu'après tout, ce serait l'occasion de me remplir les poches si je remportais la victoire. Mais je savais aussi que j'obéirais seulement à la grande loi de la mer et des caps. Le soleil se lève, grimpe dans le ciel, puis descend se coucher après une belle journée. Et comme ça, les jours se suivent, merveilleusement paisibles. Il y a seulement 1 mois que nous sommes partis, mais c'est déjà comme si j'étais en mer depuis le commencement des âges avec mon bateau. Comme si rien ne devait plus changer. Comme si la mer devait rester pareille dans son bleu intense. Le vent soufflera toujours d'un horizon à l'autre. Joshua ne cessera plus de tracer son sillage pour le simple plaisir de courir les vagues sous le soleil et les étoiles. Joshua a repris son élan. Il est heureux de vivre. Ensemble, nous écoutons chanter la mer.
Quelques années plus tôt, j'avais très peu d'argent et pas le moindre espoir d'en gagner assez pour m'offrir un bateau. Mais les dieux m'aimaient bien. Ils ont décidé d'arranger les choses. L'architecte Jean Knocker a dessiné gratuitement les plans et l'industriel Jean Fricot a construit mon bateau pour seulement le prix de la tôle et des baguettes de soudure. Et comme ça, tout en douceur, c'est devenu une grande histoire d'amour entre Josua et moi. Quelle paix ici, au large de Tours. Quand je songe que le Sunday Times voulait que je m'encombre d'un gros poste émetteur et de toutes les complications des batteries et du générateur pour le faire marcher, mais je suis resté fidèle à mon lance-pierre, avec lequel j'envoie sur le pont des navires de rencontre des petits tubes d'aluminium contenant des messages. Je hisse aussi les pavillons MIK du Code international qui signifie « Prière de signaler ma position au Lloyd's ». Ensuite, le Lloyd's retransmet le message à ma famille, au Sunday Times, à mon éditeur et à la revue Bateau. Les dauphins nous rendent souvent visite. Ce sont de grands copains. On a l'impression qu'ils essaient de communiquer, de nous dire quelque chose. C'est une fête quand ils sont là. Ils accompagnent notre course, parfois pendant des heures, et bondissent hors de l'eau avant de nous quitter, comme pour dire au revoir. L'île Trinidad est en vue. Si je trouve une barque de pêche près de la côte, je lui confierai quelques lettres pour ma famille et mes amis. D'ordinaire, je n'aime pas les atterrissages. Ils dérangent notre petit train-train quotidien et perturbent ce rythme intérieur auquel on arrive après un certain temps, loin des dangers de la côte, dans la sécurité de la haute mer, où tout est vraiment à sa place. Trinidad grandit à l'horizon. Peu à peu, elle nous révèle ses couleurs. Je me demande s'il y a des cocotiers sur la plage. C'est une île haute, très découpée, avec de grandes falaises et des sommets montagneux qui vont du bleu sombre au violet. Quelques touches de rose, mais très peu de vert. Aucun pêcheur dans les parages. J'aimerais passer au ras de cette terre, perché en haut du mât pour admirer les fonds. Bien que n'ayant pas la carte de détail, tout me dit que la côte est franche. Mais ce serait stupide de prendre le moindre risque. La route est encore longue. J'ai jeté par-dessus bord 170 kilos de poids inutiles qui encombraient l'avant et l'arrière du bateau. Cela nous aidera peut-être à mieux négocier le mauvais temps des hautes latitudes. Le destin bat les cartes, mais c'est nous qui jouons. Ce voyage au bout de la mer me fait songer à un gigantesque marathon, où le corps et l'esprit se fondent l'un dans l'autre. Josua est la chair qu'anime ma conscience. Mais pour qu'émerge le vrai miracle, toutes nos fibres doivent tendre vers une sublimation dans l'art de naviguer. Bonne Espérance. Je peux voir d'ici la joie de ma famille recevant le télégramme que j'ai expédié hier sur le pont d'un cargo avec mon lance-pierre. Elle sait que tout va bien à bord et que je n'ai pas trop maigri. J'imagine l'excitation de mes 3 enfants qui crient dans la maison « Josua est en train de doubler le cap de Bonne Espérance ».
Et pourtant, ce besoin de rassurer les miens peut devenir dangereux. Pour mieux catapulter mon message, j'étais passé trop près du cargo. Une faute qui a failli me coûter le grand mât. Dieu merci, j'ai pu réparer en mer cette avarie de gréement. Ça m'a crevé de fatigue, mais le voyage continue. La géographie du marin n'est pas celle du cartographe, pour qui un cap est un cap, avec sa longitude et sa latitude. À mes yeux, un grand cap représente un ensemble à la fois très simple et extrêmement compliqué de cailloux, de courants, de mers déferlantes et de mers belles, de jolies brises et de coups de vent, de joie et de peur, de fatigue, de rêves, de mains qui font mal, de ventre vide, de minutes merveilleuses et parfois de souffrances. Un grand cap, pour nous, ne se traduit pas seulement en longitude et latitude. Un grand cap a une âme, avec ses ombres et ses couleurs très douces, très violentes. Une âme aussi lisse que celle d'un enfant, aussi dure que celle d'un criminel. Et c'est pour ça qu'on y va.
jours et les nuits, et encore les jours et encore les nuits. Et même cette longue houle du sud-ouest commence à s'endormir. Parfois, une brise légère vient remplacer le calme pendant 1 heure ou 2. Tout ce qui m'entoure semble alors s'étirer et bâiller. Joshua reprend sa route et les oiseaux leur vol. Puis revient le calme. Le vent, c'est merveilleux, mais le calme aussi, quand on ne sait plus depuis quand il dure. J'ai l'impression d'avoir toujours été là, comme si le temps n'avait jamais passé. Ici, le temps est devenu comme ces beaux livres d'images qu'on ne se lasse pas de feuilleter. J'aime la nuit. En mer, elle n'est jamais tout à fait sombre. Elle enveloppe ces choses qui parlent, qui chantent ou qui racontent. Joshua a doublé le cap Lewin, au sud de l'Australie, puis la Nouvelle-Zélande. Il chevauche maintenant le fabuleux océan Pacifique. Et il entend l'appel du Horn, encore loin devant l'étrave. Je me demande où sont Bill King, Nigel, Loïc, mes compagnons de cette course contre soi-même. Chacun de nous est seul au milieu de la mer, seul avec son destin dans les mains, et parfois l'amitié des dieux qui peuvent nous aider à y voir plus clair. Hier, dans la nuit, je rêvais que la goélette blanche, le seul oiseau de mer qui ne s'éloigne jamais à plus de 20 milles des côtes, venait me souhaiter le bonjour et m'annoncer le Cap Horn. Mais je savais déjà qu'on y arrivait. Les étoiles et mon sextant m'avaient mis au courant. Pour lui faire plaisir,
J'ai fait semblant d'être perdu et je l'ai remerciée pour ce message de bienvenue qu'elle m'apportait sur ses ailes légères. Non, je ne suis pas perdu en mer. Encore un petit effort et je pourrais être bientôt à Plymouth. Mais depuis le départ, insensiblement, les vieilles règles d'un jeu auxquelles je croyais autrefois ont disparu dans le sillage. Elles ont laissé la place aux règles d'un jeu nouveau qui exalte mon cœur. Et cette voix me dit que rentrer à Plymouth serait comme si je n'étais pas vraiment parti. Elle me dit aussi que j'ai retrouvé ce que j'étais venu chercher si loin. Je contemplais l'ancien alchimiste qui cherchait la pierre magique. Mais avec le temps qui passait, le temps figé dans le plein champ de l'univers, l'alchimiste avait modifié son regard. Et la pierre inutile qui change le plomb en or ne l'intéressait plus. « 8 février 1969. Quelques jours après le Horn, Joshua passait en vue du sémaphore des îles Falkland qui repérait ses pavillons MIK et câblait la nouvelle aux Lloyds. Alors les médias entrèrent en effervescence. Bernard Moitessier se trouvait en bonne position pour remporter les 2 prix du Sunday Times. Mais ce qu'elles ignoraient, c'est qu'au lieu de continuer sur Plymouth, Joshua pointait l'étrave dans une direction tout à fait différente. « 18 mars. D'un coup de lance-pierre sur le pont d'un pétrolier, Bernard nous envoyait un dernier message. Je continue sans escale vers les îles du Pacifique parce que je suis heureux en mer, et peut-être aussi pour sauver mon âme. » Cette nouvelle stupéfiante fit grand bruit dans les médias et dans le monde de la voile. Ayant repris sa course vers l'est, Bernard doubla Bonne-Espérance et le cap Lewin pour la 2e fois, et continua sa longue route jusqu'à Tahiti, qu'il atteignait le 21 juin 1900. Une fois et demie le tour du monde depuis Plymouth, en 10 mois sans toucher terre. 10 mois d'immensité, seul avec son bateau et la mer.